le cas, moi, qui m'avait le plus frappé, c'est le cas du mariage coutumier, qui laisse des femmes et les enfants qui naissent de ces mariages sans aucun document Ils sont officiel pas et citoyens qui du coup. sont sans papier dans leur propre pays. Mmh. Bonjour Kenza, Bonjour Sama. merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors Kenza, tu es journaliste, critique littéraire, éditrice. Tu as un doctorat en littérature comparée sur la revue Souffle, l'espoir d'une révolution culturelle. En 2012, avec Hicham Hudayfa, tu cofondes la maison d'édition En Toutes Lettres, qui se concentre sur les essais d'auteurs, de chercheurs et de journalistes. Vous avez différentes collections, différents programmes, dont Open Shabab, qui se dédie à la formation de nouveaux journalistes, entre autres. Comment est-ce que tu perçois les nouvelles voies journalistiques aujourd'hui? Où est la question du genre? Est-ce que c'est une préoccupation qu'on retrouve? Quelles sont les nouvelles voix féminines? Comment est-ce qu'elles écrivent? Qu'est-ce qui les distingue? Voilà, c'est plusieurs questions en une. Les nouvelles voix, elles existent, elles ont besoin d'espace pour s'exprimer et justement les espaces médiatiques, c'est ça qui manque, surtout les espaces respectueux du professionnalisme et de l'éthique Mm. journalistique. On est dans un pays où malheureusement le champ des médias, indépendants, est vraiment très fragilisé. À part quelques initiatives comme NES, comme Hawamish, il y a des choses vraiment, Inès, où hem tu contribues notamment. oui, je publie une chronique de critique littéraire toutes les semaines dans ce média que j'aime beaucoup. Donc il y a trop peu d'espace. Par Mm. contre, des jeunes qui rêvent de devenir journalistes, il y en a. Et ils souffrent de ce qu'on leur propose, en fait, parce qu'ils estiment que la formation qu'ils ont ne correspond pas à leurs aspirations, à leur conception de l'investigation, du journalisme indépendant, etc. Il y a toute une génération là qui a la vingtaine et qui est extrêmement sensible à l'égalité de genre. Donc c'est très bon signe, on va Mm, dire. mm. Maintenant, il faut aussi que ces jeunes aient la possibilité de se former et puis surtout de trouver un travail où ils seront pas éteints en quelques mois par les contraintes structurelles des médias dans lesquels ils devront travailler. Ouais. Et justement, à Open Shabab notamment, vous avez pas mal de nouveaux On talents. a organisé à plusieurs reprises. Alors, Open Shabab, c'est le programme qu'on a initié en 2018. Aujourd'hui, il est plutôt devenu l'école de la pensée critique parce qu'on a essaimé dans les universités, dans Ok. quelques universités, notamment à Fès, pour faire bénéficier plus d'étudiants et d'acteurs et actrices de la société civile de ce programme. Avant, on formait par session de 4 mois une douzaine de personnes. Et là, on touche 35-40 personnes d'un seul coup sur des sessions peut-être plus concentrées, mais qui vont permettre à beaucoup plus de jeunes de bénéficier de ces programmes. Et la question de l'égalité entre femmes et hommes, notamment, a été centrale dès le début, parce que c'est effectivement pour nous un champ de travail prioritaire, Mm, mm. vu l'état des inégalités. Là, on vient de lancer une nouvelle session d'un programme qu'on a appelé Storytelling pour des causes, c'est-à-dire de faire travailler des porteurs de projets et des porteuses de projets sur les mécanismes du plaidoyer, c'est-à-dire qu'ils arrivent en présentant une proposition d'une recherche ou d'un sujet qui leur tient à cœur, Mhm. et l'idée c'est de les faire travailler sur comment rendre cette présentation plus pertinente pour leur contexte, pour que ce soit un travail académique, que ce soit un travail de sensibilisation. Enfin, on est ouvert à toutes les formes aussi de prise de parole et de contribution. L'idée, c'est vraiment de les sensibiliser au fait que il s'agit pas juste du contenu, mais de la manière de porter ce message dans la société qui est essentielle. Et là, on accompagne une douzaine de jeunes encore, évidemment beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais on a quand même pour la première fois
3-4 hommes qui s'intéressent vraiment à la question de l'égalité de genre et je trouve que c'est une très bonne chose parce que dans les sessions précédentes, il y avait quasiment que des femmes, et les rares hommes qui candidataient, ils candidataient non pas en tant que bénéficiaires de la formation, mais ils se proposaient comme, Intervenant. formateurs. Mmh. Voilà, enfin, donc c'était, enfin nous, ça nous a fait rire, mais c'était quand même pas très drôle, sur le fond, parce que Mmh. comme si c'était une question qui ne concernait, que les femmes et pas l'ensemble de la société. Donc on se dit là, si ça a évolué, c'est une très bonne chose. Ouais, et du coup, ces nouvelles voix féminines, qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui les préoccupe? Comment est-ce Une des qu'elles écrivent? préoccupations majeures, c'est, le besoin de se connecter, et d'être reconnu par le mouvement, féministe historique. Il y a un sentiment de gouffre entre 2 générations et un sentiment de gâchis parce que, il y a la volonté d'agir en tant que jeune activiste, pour des causes et le sentiment de ne pas être reconnu comme la relève, les problèmes aussi, de démocratie interne à certaines organisations qui font que il y a pas de passage de témoins ou pas suffisamment de passage de témoins ou que les jeunes sont là, mais juste pour cocher la case jeune, mais ils Mmh. sont pas associés à la prise de décision. C'est une vraie revendication, de la part des jeunes militantes et des jeunes militants qui disent qu'ils ont toute leur place dans ce mouvement et que ça renforcerait le mouvement de s'ouvrir à justement cette nouvelle génération qui a aussi sa sensibilité, qui a ses idées et qui a besoin aussi de bénéficier peut-être de l'expérience des plus anciens. Voilà. Ouais, ça, c'est un truc qu'on a vu aussi, je sais pas si tu te souviens à l'époque du manifeste Cette ombrella? Tu Mhm. sais, il y avait eu le contre-manifeste et j'y avais vu, moi, une sorte de fracture générationnelle, et puis même un peu parce qu'il y avait pas mal de gens de souffle, aussi dedans, dans le contre-manifeste. Malheureusement, et Ouais, pour certains, ça a été leur dernière prise de position publique et c'est très triste de voir que ce que ces gens ont défendu dans leur jeunesse, bon, ben, ils l'ont oublié ou ils sont passés et à justement, autre comment chose. est-ce que tu peux justifier, enfin expliquer, que ce soit dans le milieu féministe ou artistique, ce gap générationnel? Est-ce qu'il y a une forme d'amertume de la part des anciens? Est-ce qu'ils ont été cassés par le système? Est-ce qu'ils sont rentrés dans le système, parce qu'ils n'avaient pas le Je pense qu'il y a choix? autant de réponses que de parcours individuels. Ouais. Je peux pas, Parce qu'il y a un truc un peu formuler global, un on le ressent, tu vois? Ce gap de transmission à un moment, tu vois? Cette est-ce que c'est pas fracture. une question qui se pose à toutes les générations? Mmh. Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas assez de recul et ça mériterait peut-être de justement d'aller voir, peut-être les anciens un par un en leur demandant, mais qu'est-ce qui les dérange peut-être dans, enfin, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à établir un lien? Et puis c'est tout à fait normal. Enfin, eux-mêmes, ils ont été les premiers à ruer dans les brancards par rapport aux anciennes générations quand ils étaient jeunes. Mmh. J'imagine que ça doit peut-être moins être agréable, d'être renvoyé à Peut-être, ouais. cette image, mais bon, un peu plus d'ouverture serait bienvenu. On a vu plus d'intergénérationnalité pendant la Gen Z. Heu, C'était, enfin, certaines images sur les réseaux qui étaient assez, sympas, quoi, d'anciens qui soutenaient et qui légitimaient en quelque sorte les revendications des Mais les jeunes. jeunes ont dit aussi que c'était leur mouvement, ils souhaitaient pas de récupération et ils ont parfaitement raison. Mmh mh. Ouais, tu as raison. Bah, justement, entre 2015, donc en 2015, vous publiez, «D'autres femmes, d'autres mulets», qui est donc une enquête entièrement réalisée par Hichem Hudhaifa. C'est Deux une série d'enquêtes. C'est une série d'enquêtes, oui. C'est comme ça aussi qu'on a beaucoup travaillé au début dans la collection Enquête, c'est de prendre un thème et l'éclairer, à travers, quelques Différents reportages prismes, et ouais. enquêtes, pour, multiplier les angles, et apporter une vision non exhaustive, mais faire un peu, un petit tour d'horizon, Mmh mh. de la question et donc c'est Oui. le premier livre de Hicham Hodeifa. Ouais, et humaniser aussi certains sujets parce que du coup, Absolument. voilà, on donne des noms, on parle de réalité plutôt que de parler de statistiques, de chiffres. Et donc en 2022, il y a Travailleuses invisibles, ce livre qui sort sur les métiers de la discrimination au Maroc. Quelle évolution on peut voir entre-temps? Vous avez publié aussi Asma Al Morabet, vous avez publié, Shadia Arab sur les travailleuses saisonnières, dans les champs de fraises en Espagne. Quelle évolution on peut voir en 7 ans entre ces 2 ouvrages, sur la condition de la femme au Maroc? Que ça s'améliore pas, malheureusement, Ouais. que les chantiers sont toujours présents et sur des questions urgentes pour la vie de centaines de milliers, de millions de nos concitoyennes. Parce que,
la situation économique s'est dégradée et donc les droits se sont dégradés. Ce qui nous a frappé en travaillant sur le livre collectif Travailleuses invisibles, c'est le fait qu'il y a quasiment une sortie du monde du travail avec un effondrement du taux d'emploi des femmes. Qui est un indicateur très inquiétant pour Mmh. la participation à la vie économique, la reconnaissance des femmes comme actrices économiques, et puis tout ce qui va avec en termes de domination, parce qu'une femme qui travaille pas, c'est une femme qui n'a pas d'indépendance économique, et donc qui n'a pas de liberté sur tous les volets de sa vie, finalement, Mmh. puisqu'elle est en dépendance. Un autre sujet quelque chose qui m'a frappé en fait en lisant certaines enquêtes de l'ouvrage collectif Justice climatique, urgence sociale, bah, c'est que les femmes, les questions de réchauffement climatique et d'environnement et des projets aussi qui créent des inégalités, sont toujours en première ligne. C'est souvent elles qui sont liées, qui sont les plus précaires, qui sont liées à l'agriculture de subsistance, à l'eau, au care, au fait de prendre soin des gens. Donc, elles sont en première ligne, elles sont toujours aussi les premières à trouver des solutions, à s'organiser en coopérative, à agir. Donc, quelle est la place aujourd'hui pour toi, que ce soit dans le débat national ou au niveau des institutions, pour l'intersectionnalité? Est-ce que tu penses Elle est qu'on... centrale et on a tout intérêt à adopter cette méthode parce qu'elle permet vraiment d'affiner les constats et les diagnostics et de faire comprendre en finesse ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que, par exemple, tu parles du livre Maroc, justice climatique, urgence sociale. J'ai en tête le travail de de Dunia Dunia? Msfer sur l'oasis de Skoura. On parle d'un phénomène qui est la sécheresse, on parle donc de la mise en danger d'une organisation millénaire qui est celle de l'Oasis, et c'est pas seulement une question de climat, c'est D'écologie, ouais. aussi une question de démocratie locale, avec tout le savoir d'organisation de la communauté, du partage de l'eau, de la notion d'équité, de justice concertée au sein de la communauté, et puis aussi de l'activité économique des femmes au sein de cet écosystème, des solutions que les femmes peuvent construire quand les jeunes et les hommes partent vers la ville pour travailler. Elles restent sur Mmh place. mh. Il faut bien vivre, il faut construire aussi de nouveaux projets, des approches qui permettent De de subsister, ouais. vivre, de consolider autant que possible l'écosystème. Donc on parle à la fois de données scientifiques, mais aussi de données politiques, de données économiques, de données sociales, et tout ça, c'est extrêmement important de le prendre en Mmh. considération pour comprendre vraiment les besoins de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Est-ce que tu penses que la notion intersectionnalité, pardon, est intégrée aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression qu'on traite les dossiers plutôt, tu sais, de manière, compartimentalisée. Dans la recherche, certainement, en tout Ouais. cas, par exemple, ou dans les journalistes, parmi les journalistes qui continuent à se former et à se tenir au courant voilà, des recherches. Je pense que, là, effectivement, c'est un outil, enfin, ce sont des outils et des approches, qui sont de plus en plus répandues. Les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs aussi, pareil, sont vraiment, très en pointe sur cette approche. Est-ce que cette approche, par contre, est utilisée au niveau de la décision politique? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mmh. Et quel lien, en fait, entre le travail de recherche ou entre ce que vous faites? Je t'avais posé un jour la question aussi de la censure parce que l'enquête de Houmay Majmed sur la station Nour je l'avais trouvée édifiante. Et donc tu me disais que vous n'aviez pas de soucis, à ce niveau-là. Et est-ce que au contraire, il peut y avoir, des liens? Est-ce que ça peut servir, en fait, ce que vous produisez, à faire évoluer les choses? Est-ce que les politiques se rapprochent de vous d'une manière ou d'une autre? Non, Est-ce mais qu'il y a j'espère qu'ils lisent aucune ces porosité? livres parce que, l'idée, c'est aussi de sensibiliser, de dire: «Il y a peut-être des zones, on table plutôt sur l'ignorance que sur la mauvaise foi». Restons optimistes, enfin, donc j'espère que ces livres sont lus et amènent à une prise de conscience Mmh. de la part de nos pouvoirs publics sur quand même des urgences pour que, nos concitoyens puissent vivre une vie digne. Mais manifestement, le chemin est encore long, comme l'actualité nous l'a montré, quoi. Mmh.
Et votre engagement vous pose pas de problème aujourd'hui? Non, Ouais. non. On se rend quand J'aimerais même. peut-être dire un mot Oui, puisqu'on est toujours sur le sujet des enquêtes. Tu m'as demandé ce qui avait changé entre le livre de Hicham Houdeifa en 2015 et Travailleuse invisible qu'on a publié en 2022. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'on s'est mis à faire de plus en plus de livres collectifs ouais. en incluant, les jeunes qu'on a Open formés Shabbat, ouais. et ça, c'est vraiment important parce que, on est en train, de faire émerger une génération d'auteurs. C'est-à-dire que c'est pas uniquement former des jeunes et leur souhaiter bonne chance et ensuite les inviter à participer à Mmh. des ouvrages. Certains nous ont dit que, les livres leur avaient permis d'avoir un travail parce que dans des entretiens d'embauche, ben, ils avaient un CV avec une publication, Mmh. ils avaient cette expérience, de terrain, avec quelqu'un de plus expérimenté. Donc, ils avaient bénéficié d'une transmission aussi Mmh mh. de savoir-faire, en plus de l'accompagnement, disons, théorique ou pratique. Il y avait eu vraiment comme un compagnonnage qui les avait ancrés. Et l'idée, surtout, c'est de leur dire, mais vous êtes légitime. Dire que on a trop souvent, regarde le catalogue du Salon international du livre, Mmh. mais c'est une plaisanterie. Quand tu vois ils vont prendre, mais vraiment les photos des cartes nationales des gens, et c'est à croire que avant 50 ans, les gens ne sont pas dignes de figurer dans ce catalogue. Qu'est-ce que ça renvoie comme image et comme rôle modèle à une Mmh nouvelle mh. génération qui est très intéressée par ça, mais qui se sent pas forcément autorisée. Donc ce travail, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on a ouvert un espace, qui a permis à des jeunes de faire leurs preuves, d'avoir peut-être cette première expérience pour, peut-être, en condition de accompagnée, on va Mmh dire, mh. qui, leur montre que c'est possible et puis qui surtout ils ont parfaitement le droit de le faire et ça, je trouve que c'est important. Ouais. Mmh. Tu parlais de pas avant 50 ans, ça me rappelle quelque chose, bon, un peu. Ça a pas directement à voir, mais ça me fait penser à la réflexion de Mona Chollet, tu sais, sur, les femmes autrices et le fait que une femme qui a eu une vie de famille ne publiait pas avant, Mmh. 40-50 ans parce que justement, c'était pas compatible. À l'inverse d'une Virginia Woolf, par exemple, qui a publié beaucoup plus tôt et cetera. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi au Maroc? Qu'est-ce que tu vois chez les femmes, Non, on a des autrices? femmes, mais alors, l'accès à l'écriture n'est pas démocratisé au Maroc dans la mesure où on n'a pas d'industrie, du livre. On n'a pas personne ne vit de sa plume, au Maroc. Donc, c'est d'emblée, c'est hyper clair. Donc, et c'est pas le cas d'ailleurs, dans de nombreux pays, même où il y a une industrie beaucoup plus structurée. Mmh. Et ceux qui vivent de leur plume, c'est ceux, qui ont fait un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires et ça concerne une extrême, Minorité. minorité d'autrices et d'auteurs. Les autres, ils sont dans l'invisibilité totale. Alors, il y a plus d'aides, par exemple, en France, il y a énormément, d'aides, même, si la tendance est à couper les subventions et les budgets, pour ça. Mais bon, ça permet quand même à plus de gens d'avoir une rétribution concernant leur travail d'écriture, ce qui est absolument pas le cas au Maroc. Donc, dans les faits, comme l'écriture, ça prend du temps, bah, les gens qui peuvent s'y adonner, c'est les gens qui ont la possibilité de dégager du temps et d'avoir un revenu qui leur permet quand même de vivre. Donc, dans les faits, il y a que la bourgeoisie qui se permet Mmh. ce luxe d'écrire encore plus, d'être publié. Mmh mh. Parce que parfois, c'est de l'édition à compte d'auteur et voilà quoi. Encore une fois, une question d'intersectionnalité Donc ici. totalement une question d'intersectionnalité. Justement, ça m'amène à ma prochaine question. Je te parlais du coup du fait que, par exemple, dans Souffle, il y avait des voix féminines, mais elles ne faisaient pas partie du comité de fondateur, Non, ni de non, il y avait Tony Maraini qui était l'épouse de Méléry à l'époque. Jocelyne, elle n'a jamais écrit, elle faisait plutôt l'aspect relecture, administration, voilà. mmh. Et c'est dommage parce Jocelyne, que donc la femme la de femme de Avdet Jocelyne Labi. Labi. Qui Heu, aujourd'hui écrit et merveilleusement d'ailleurs, enfin, voilà. mais justement, comment est-ce que tu trouves que la place des femmes a évolué dans l'activisme culturel au Maroc? Par rapport à une époque où elles étaient encore plus invisibilisées, elles faisaient le travail un peu de l'ombre. Aujourd'hui, est-ce que, à ton avis, elles prennent plus de place?
J'ai l'impression que je vais te dire des généralités parce que j'ai pas vraiment fait de recherche spécifique, non plus, Oui, non, mais juste sur bon, ton les femmes sont ressenti, plus oui. visibles, quoi. Enfin, Si tu as des clairement plus exemples de... visibles et clairement aussi plus conscientes de leurs droits, pour, peut-être qu'elles ont moins à lutter, pour certaines heureusement, pour se dédier à des professions artistiques comme, le théâtre, le cinéma, la musique, enfin voilà, quoi. Mmh. Et Mais de toute façon, c'est jamais acquis, hein. C'est, ouais. est-ce que tu trouves qu'il y a certains espaces où la voix des femmes s'impose autrement? Tu penses à quoi? Mmh. Je sais pas si tu... Enfin, certains espaces peut-être plus de la société civile, du coup, des espaces alternatifs, tu vois? Comment est-ce qu'aujourd'hui les femmes arrivent à prendre plus de place dans l'activisme culturel? Parce que en fait, par rapport à Souffle et à l'époque des modernes, et cetera, et l'école de Casa, il y a très peu de critiques du fait que c'était un boys club. Moi, c'est un peu un truc que je reprends en ce moment. Je l'ai traité dans un article et j'en ai parlé aussi avec mes étudiants à l'UM6P. Et on n'a pas ce regard critique sur cette période-là. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est Si, important. si, 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 Enfin, je veux dire, dans le discours, tu sais, commun, le grand public n'a pas ce regard-là, ne se rend pas compte. D'ailleurs, j'ai posé la question à mes étudiants, je leur ai montré une photo de l'exposition de 69, donc présence plastique, et je leur dis: «Qu'est-ce qui vous interpelle sur cette photo?» Et ils sont restés regarder pendant de longues minutes avant que quelqu'un dise: «Mais il y a pas de femme». Et de là, c'est pas un trait, ouais. voilà, et de là, et en fait, il y a cette normalisation, si tu veux, de ça. Moi, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience finalement qu'il y a un an, parce qu'en fait, Mais on a parce que toujours présenté ça c'est comme ça. aussi une réflexion, qui est très, très, très récente. Là, je viens de lire un livre, alors, ça s'appelle «Encyclopédie de la domination masculine». Ça, c'est publié aux éditions Aldante. Je trouve que la démarche de plaidoyer, elle est géniale. Comment s'appelle l'autrice? Touam, et Fatema Touam, et OK. c'est un prénom composé dont évidemment je viens de le lire et ça m'échappe. Pas grave. C'est pénible. Elle a fait un travail génial, de s'intéresser par exemple, aux organigrammes, dans différents endroits, dans les maisons d'édition, dans, les programmes des grands théâtres, dans différents organismes, culturels notamment. Et alors, elle met en police presque transparente, en grisé très clair, les noms des hommes, et elle remet en gras, les noms des femmes pour faire sauter aux yeux l'extrême minorité de femmes, qui Mmh. sont dans des positions de pouvoir, dans les médias également, enfin, Mmh mh. et je trouve que c'était génial comme avec un texte, très ironique, présentant sa recherche, son inventaire, et je trouve que c'est vraiment très important, de faire ce travail partout où on peut, pour, montrer aussi, enfin, parce que les gens ne voient pas, tant qu'on leur renvoie pas ce C'est ce que miroir, je te dis, enfin, c'est une question, qui n'est pas, pas suffisamment visible. mmh. Bah, pareil au musée Mohamed VI, la dernière exposition, permanente qu'ils ont reprise, bah, il y a sur plus de 90 artistes, il y a 12 femmes. Mmh. Bah, Et voilà. en fait, on a aujourd'hui, quelque part paradoxalement, le sentiment que on parle beaucoup des droits des femmes, on parle beaucoup des femmes prennent plus de place, donc on a l'impression que les sujets sont réglés. Quand je Non. dis «on», je vais parler de mes étudiants ou de personnes qui sont pas vraiment versées là-dedans et qui du coup, de l'extérieur, tu vois, c'est plus trop un sujet, mais en fait pas du tout. Et on se rend compte que même dans des milieux où les femmes semblent émancipées, semblent avoir leur place, on est très, très, très loin de la parité ou en tout cas Oui, d'un... puis de l'arrivée paritaire à des postes de pouvoir. Tout à fait. Parce que assistante, il y a pas de problème. Mais voilà. Ça, c'est clair. Mais du Mmh. coup, toi, est-ce que tu observes certains espaces, la société civile, je pense au boulevard, par exemple, il y a beaucoup de femmes dans le boulevard, tu vois? Ce genre de... Est-ce qu'il y a des espaces où tu vois qu'il y a des femmes, qui sont plus libres, qui sont plus valorisées, qui sont plus, présentes? Hem, je pense que les espaces qui sont fondés et dirigés par des femmes sont, beaucoup plus sensibles à Forcément. à cette question, et que c'est toujours un enjeu, y compris dans les espaces mixtes, même dans des espaces, cofondés en couple, comme c'est le cas, chez nous, hein, en Mmh. toutes lettres. C'est aussi une question qui se pose constamment, c'est qui fait quelle tâche?
Mais j'allais te poser la question justement, comment tu vis l'altérité toi, dans Bah, ce c'est toujours projet-là? intéressant, mais il faut toujours aussi mettre la limite que non, je vais pas te faire ta facture parce que tu peux tout à fait la faire toi-même. Et puis maintenant, nous avons quelqu'un qui a S'occupe été de ça. recruté pour ça. Ouais. Voilà quoi. Mmh. Oui, donc on délègue, on a tendance, plus facilement à déléguer les tâches, d'assistanat, de care et cetera à la femme? Parce que c'est structurel dans l'éducation. Mmh. On est formaté pour être sommés, nous, en tant que femmes, de prendre en charge. Mmh. Et à la rigueur, tu veux ton indépendance, bah, t'as qu'à te prendre en charge. Mmh. Donc, quelque part, ça va avec. Et d'un autre côté, les hommes sont formés à être servis. Mmh. Donc, il y a un moment où il faut réajuster. Ouais. Maintenant, ça peut se faire de toute façon tout à fait correcte et sans, enfin non conflictuelle, Oui, quoi. oui, Enfin, oui, c'est ça. Donc mais un il homme faut n'a que ça jamais fini soit. de se déconstruire, en fait. Ah, il y a du travail, ouais. Enfin, non, non, Ouais. il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu penses de la récupération institutionnelle du féminisme? Et pour revenir à ce que tu disais sur la bourgeoisie tout à l'heure, moi j'observe beaucoup de, pardon, d'initiatives, tu sais, d'empowerment qui restent très bourgeois, d'entre-soi, et cetera. Comment est-ce que tu as un regard là-dessus? Et sur, ouais, la récupération simplement, la présence, je repense à la présence des ministres, aux Assises du féminisme, tu vois? Ce genre de cadre-là où, finalement, ça fait joli de l'extérieur parce qu'aujourd'hui c'est un impératif, mais dans le f dans le fond, on change pas grand-chose. Moi, ce que j'ai en tête, c'est l'intervention qu'a fait Najat Razi là dans la session storytelling pour l'égalité entre femmes et hommes, Mmh. qui rappelle le gouffre entre les engagements du Maroc en termes de conventions National. internationales, etc., en termes vraiment de textes, y compris dans la Constitution, et puis la mise en pratique concrète de mesures en faveur de l'égalité. Donc, ça suppose une vigilance pour ne pas permettre que la cause des femmes soit réduite à une affaire de communication, parce qu'on Mmh. mérite beaucoup mieux que ça. C'est Et puis sûr. parce que c'est des questions vitales, Mmh. c'est pas juste pour faire plaisir, ce sont des questions de droits élémentaires et parfois de questions de survie pour nos concitoyennes, parce que la prise en compte des besoins de dignité, de santé des femmes, c'est vraiment des questions essentielles et urgentes. C'est pas décoratif, c'est tout sauf secondaire. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte, parce qu'on est privilégiés et que, par exemple, la Moudawana, il y a plein de sujets que certaines femmes ne maîtrisent pas tant qu'elles n'y sont pas confrontées. Mm. Très souvent et il y a ce problème parce qu'on est très déconnecté de la loi et je pense que c'est presque même voulu, qu'on ne maîtrise pas ces sujets-là pour, ne pas y être préparé en quelque sorte. Est-ce que tu as, pour revenir à Travailleuses invisibles, quelques exemples? Moi, celui des Barmétètes m'avait beaucoup marqué, heu, qui permettent d'expliquer, en fait, le niveau de précarité. Parce que moi, je me souviens dans les Barmétètes, il y avait une forme de tutelle, et d'impossibilité de régulariser et de tutelle masculine qui était posée sur ces femmes-là. Tu t'en souviens? C'était un peu complexe, mais si tu as d'autres exemples aussi du livre, je pense que ça J'ai pourrait être bien. plus en tête la question du mariage coutumier. Oui. Dans le cas des parmétates, souvent, c'est des femmes qui sont mères célibataires et qui n'ont pas d'autre option pour avoir un emploi que d'aller travailler dans des bars où elles sont absolument pas respectées, où elles sont exploitées d'une façon scandaleuse. Mmh. Et ça pose aussi la question des femmes qui sont les seules à payer pour l'irresponsabilité des hommes, puisque elles ont jamais cherché à être. C'est jamais un choix d'être une mère C'est sûr. célibataire au Maroc. Elles ont été victimes d'abandon et de promesses ou parfois de viols, et elles, non, et elles sont punies par l'ensemble de la société sans possibilité d'être aidées, quoi. Enfin, le cas, moi, qui m'avait le plus frappé, c'est le cas du mariage coutumier, qui laisse des femmes et les enfants qui naissent de ces mariages sans aucun document officiel Pas et citoyen qui du coup. sont sans papier dans leur propre pays. Mmh.
Donc, sans papier, ça veut dire pas d'acte de naissance, pas de possibilité d'avoir une carte nationale, donc pas de possibilité de faire des études au-delà de l'école primaire, encore moins de passer des examens ou des concours nationaux, donc une condamnation à la précarité. Ouais, c'est ça, Mmh. c'est vraiment ce qu'on retrouve dans tous les Mmh. récits, cette précarité-là Mmh. dont on se rend pas Et qui est compte. d'autant plus scandaleuse que c'est pas des gens qui ont cherché cette situation, c'est l'État qui a pas envoyé des officiers d'état civil dans ces régions pendant longtemps, quoi. Mmh. Et les solutions, typiquement pour ce genre de sujet, les solutions, elles se paraissent évidentes. Enfin, ce serait quelque chose à Mais elles ont été mises en place. Après, la question, c'est jusqu'à quand, enfin, je crois que c'était ça aussi le sujet, c'est-à-dire de la régularisation doit durer une période, mais mmh, faut, fermer la possibilité qu'il y ait ce mariage type coutumier. Donc qui est un voilà, mariage où il y a pas d'acte, sans aucun civil en civil fait, non. c'est le Bil fatiha. Fatiha, Ouais. Pour revenir un petit peu au monde du livre, de l'édition, comment est-ce où je que te donnerai certainement des réponses beaucoup plus précises. comment est-ce que pour toi, les mots et les langues justement façonnent notre rapport au genre? Vous avez aussi une collection, de traductions, et puis même l'écriture inclusive, je suis curieuse de savoir ce que tu en penses, par exemple? On la pratique. Ouais. Ouais, on la pratique de plus en plus. On a laissé les auteurs et les autrices libres Mmh. de bah, déjà, tu as souligné vraiment la place des droits des femmes dans notre catalogue à travers, ces 2 livres que tu as cités, «D'autres femmes et travailleuses», le livre de Shadia Arab sur les dames de Fraises, qu'on vient de traduire, enfin en arabe, dont on a publié la version arabe, mais dont on vient aussi de publier l'adaptation Et en la bande BD? dessinée. Mmh. Hem, on a toujours veillé à ce que, bon, il y a pas mal de femmes dans dans les collectifs aussi. On essaye de veiller à ce qu'il y ait un équilibre dans les prises de parole, des hommes et des femmes quand on fait des collectifs. Et donc ça, je pense que c'est surtout une vigilance, déjà au niveau des choix éditoriaux qu'on fait. Pour la langue, ben, comme on estime qu'il y a quand même un rapport très personnel à la langue, on n'a pas imposé une charte. Mmh. J'estime que c'est un espace de liberté de chacune et chacun, et beaucoup des contributrices, et aussi des contributeurs maintenant, utilisent, l'écriture inclusive. OK. Donc ils ont fait ce choix. Ce qui est marrant, c'est que les résistances viennent de personnes d'un certain âge et souvent françaises Mmh. qui m'ont fait la réflexion en disant qu'ils trouvaient ça pas beau, enfin, déplacé. Ils me disent: «C'est Oui, une forme de c'est votre conservatisme. sensibilité», et je pense qu'il y a aussi d'autres besoins qui s'expriment à travers Mmh. cette recherche voilà, d'une écriture inclusive, et qui doivent être entendues et respectées en tant que telles. Alors moi, avec les étudiants l'année dernière, on a eu peut-être une demi-heure de débat, au départ du mot autrice. Mmh. Quand j'essaie de leur expliquer, le fait que c'était, un terme qui avait été supprimé de l'Académie française depuis le XVIIe siècle, alors que grammaticalement et historiquement, il était valide, Oui. et qu'aujourd'hui encore, on tergiversait sur son utilisation. Et ils se sont vachement braqués au début. Beaucoup de filles aussi qui disaient: «Oui, mais moi j'ai pas besoin d'un terme pour me représenter». Et donc Ah essayer bon, de elle leur fait comment? expliquer. Mmh. J'ai fait un détour par George Orwell pour leur expliquer qu'en fait, quand on efface des mots, on efface des réalités. Mmh. Donc Mmh voilà, mh. Mmh. assez, donc il y a encore de la résistance, et essayer de leur expliquer, bah, que si on part du principe, de manière plus générale par rapport à l'écriture inclusive, que le masculin l'emporte, comment est-ce que tu construis une société là-dessus, en fait? Si on intègre ce principe de manière aussi, tu vois, évidente, comment tu construis une société égalitaire? Et par rapport à la langue, du coup, l'arabe, par exemple, et le français, quelle différence tu peux ressentir par rapport aux questions de genre, ou par rapport simplement au fait d'exprimer, différents types de narration? Bah, j'ai l'impression qu'en arabe, il y a moins le problème, comme on féminise avec le tamarbuta à la fin, Mmh. on utilise le masculin et le féminin. Il y a pas la question de: «Est-ce que je contracte?» Quand j'écris, par exemple, «auteurice» pour parler des auteurs et des Mmh mh. autrices, je n'ai pas l'impression qu'il y ait ce débat, voilà, et que de toute façon, quand on veut inclure les femmes, on les inclut, point. C'est C'est tout. ça. Voilà, enfin. Donc en fait, finalement, la langue,
importe peu, c'est vraiment une question C'est une d'intention. question de position Ouais. personnelle et puis aussi l'idée c'est que vraiment, la langue c'est un espace de liberté, du moins c'est comme ça que je le conçois, et que, imposer une norme plutôt qu'une autre, je trouve qu'il faut ouvrir ces espaces, il faut laisser les personnes, s'exprimer. Moi, je trouve que le livre qui m'a le plus intéressée sur ces questions d'écriture, c'est «L'amour fait loi» où chaque Mmh. contributeur, chaque contributrice a apporté vraiment ses solutions, ses propositions et j'ai trouvé que c'était ça qui était intéressant. C'est que finalement, il y avait un côté très personnel dans Mmh. l'usage de la langue et c'est ça qui faisait la richesse aussi de ce livre. Ouais. Dernière question, quelle, mesure, quelle pratique, quel geste concret tu pourrais me donner là maintenant? Quelque chose qui soit peut-être assez simple que qu'on pourrait mettre en pratique pour tendre vers plus d'égalité? La vigilance, les vieux réflexes, masculinistes sont toujours là et toujours beaucoup trop présents et je pense qu'on est vraiment dans une situation de pied à pied. Il y a pas de zone de confort. Mmh. Il y a aucune zone de confort. Donc oui, c'est un travail quotidien, surtout ne pas se fatiguer. Merci beaucoup Kenza. Merci à toi.